travaillé de manière plus approfondie sur notre programme, donc sur la Seconde Guerre mondiale, et nous avons eu envie de préparer le concours sur la résistance et la déportation. Donc le thème s'engager pour libérer la France nous a interpellés et nous avons voulu chercher à comprendre ce qui s'était passé durant la Deuxième Guerre mondiale et aussi faire des parallèles avec nos vies aujourd'hui. Nous avons débattu sur ce que signifie s'engager et axé nos recherches sur les raisons qui poussent à s'engager. Sur les sources historiques, nous avons étudié le dossier du musée de la Résistance et de la Fondation pour la France libre. Et puis nous avons travaillé à partir de 2 résistants qui habitent près de chez nous, M. Paul Vallon à Giva et Mme Denise Domenac-Lalitch. Donc nous avons également orienté nos recherches sur les raisons de l'engagement qu'on retrouve notamment dans les champs de la résistance. Nous allons également visiter la prison Montluc, centre de détention à Lyon, aux mains de la Gestapo, et rencontrer M. Claude Bloch, déporté car juif. Dans cette petite vidéo, nous allons donc vous montrer notre travail et l'impact dans nos vies. Le refus de la défaite, Le refus de l'occupation, le refus de l'armistice, le refus pour la patrie, puis le refus de la collaboration, le refus d'un régime autoritaire. le refus de certains groupes politiques. Pour illustrer cette raison, nous vous proposons donc d'écouter le témoignage de Paul Vallon, filmé par Yves Bourguet pour le musée de la Résistance à Gibord. Quand on voit les gens qui se réfugient dans l'abstention, par exemple, au lieu de voter, on s'est battu, la résistance s'est battue pour redonner le droit de vote, pour remettre en route le suffrage universel. Et il faut, à mon avis, il y a une grande bataille à mener actuellement, c'est cette bataille pour le retour de la citoyenneté. Au Pilon, il y avait un bistrot, là. On s'est arrêté pour boire un coup. On était en vélo, bien sûr. On boit un coup, et puis en sortant, pouf, on tombe sur un convoi de camions, là, de soldats, qui transportaient des soldats allemands. Quand ils nous ont vus, ils ont sauté, ils ont descendu, et ils nous ont collés contre le mur pour nous demander nos papiers, quoi. C'était des jeunes à peu près de notre âge, hein, qui étaient arrogants, avec dans leur uniforme, là, bon. Alors, ça m'a vraiment pas plu, moi, ça. Et ce qui m'est venu à l'esprit tout de suite, j'ai dit, ces types, je leur casserai la gueule. Mais c'est casser la gueule, il faut ce qu'il faut. Hein, alors, je connaissais pas j'étais inorganisé politiquement, j'avais pas d'option politique. Je faisais beaucoup de sport, mais j'avais pas d'option politique. Et il a fallu que je cherche jusqu'au mois de décembre 1942. Ah ouais. L'armée du crime, voilà comment on était traité. Alors, il n'y a pas besoin de dire quand ils en arrêtaient un. Hein. Les hommes et les femmes qui décident de résister ont tous un point commun, De croire que la victoire est possible, de garder espoir, de vouloir croire en un avenir meilleur. et de faire triompher un idéal de justice. Leur engagement était également un acte de foi. Alors que les indices dont ils disposaient auraient pu tout aussi bien les décourager. Les faits leur ont donné raison. Leur espoir en la victoire a finalement été récompensé. Mais beaucoup de ceux qui ont voulu y croire, qu'il était possible de l'emporter, sont morts. Sans doute la plupart sont-ils morts heureux, car ils étaient persuadés au plus profond d'eux-mêmes que leur mort servirait à quelque chose. On retrouve cet espoir de gagner cette guerre dans de nombreuses chansons ou musiques. Le chant des Africains exprime tout à fait cet espoir. Et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. À travers ces chansons, les résistants transmettent leur espoir de parvenir à la fin de cette guerre. De plus, ils comparent les nazis aux vautours. Malgré la violence et la haine, ils pensent à leur amour et à leur famille. Quand nous luttons pour nos amours, On retrouve le devoir de défendre sa patrie notamment dans les chansons, ceux du maquis et dans le chant des Africains. Ils décrivent la résistance comme une armée secrète. Ceux de la résistance se cachent pour mieux servir leur pays. Combattant pour la France, les jeunesses du pays veulent lutter pour le pays, pour la patrie. Extrait du chant des Africains. Ils démontrent la dangerosité de leurs engagements, mais celle-là ne fait qu'assouvir leur envie de délivrer la France. Dans la complainte du partisan, le texte exprime la perte de ses camarades. Quand nous étions 3, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond.
D'autre part, il considère que les frontières forment une prison et il refuse de se résigner. L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Il s'engage par amour pour les valeurs françaises, notamment la liberté. La liberté reviendra. On retrouve la liberté dans les paroles du chant des marais, qui disent « Mais un jour, dans notre vie, le printemps refleurira. Liberté, liberté chérie, je dirais, tu es à moi. » En conclusion, Les hommes et les femmes qui décident de résister considèrent le plus souvent leur choix comme une évidence. Les témoignages qu'ils ont pu laisser expriment un devoir, un sentiment profond qui les dépasse et les oblige. Ce devoir est d'abord patriotique. l'amour de la France. La France ne peut rester occupée. Les paroles de la Marseillaise, apprises par toutes les générations ayant fréquenté l'école publique depuis les années 1880, appellent à défendre la patrie menacée. L'école de la Troisième République a appris aux jeunes Français que leur pays s'était toujours relevé de ses défaites et qu'il avait su, en 1918, prendre sa revanche après la déroute de 1870. Les plus jeunes se sentent aussi redevables envers leurs aînés qui se sont sacrifiés pendant la Première Guerre mondiale. Le devoir qui pousse à s'engager est aussi politique. L'occupant n'est pas seulement allemand, il est aussi nazi. Depuis l'arrivée d'Hitler au pouvoir, le régime nazi est dénoncé comme une forme particulièrement brutale de fascisme. Les Français attachés à la République et à la démocratie ne peuvent donc pas accepter ce régime totalitaire. Ni la collaboration du régime de Vichy avec les nazis. L'engagement pour des raisons politiques se nourrit de ce double rejet, du régime nazi et du régime de Vichy. Le sentiment de devoir agir trouve aussi son origine dans les convictions politiques, religieuses ou plus largement morales. Les principes et les valeurs transmises par la famille, par l'école, par les organisations religieuses, politiques ou syndicales, parce qu'ils se rendent inacceptables les atteintes qui leur sont faites, ce sont des moteurs puissants. Ces principes et ces valeurs, issus de cadres très divers, expliquent aussi la grande variété des profils de celles et ceux qui vont considérer qu'il est de leur devoir de s'engager. Ces principes et ces valeurs sont aussi le ciment, qui unit des forces très différentes. Pour illustrer ce refus, nous vous proposons d'écouter le témoignage de Denise Domenac-Lalitch, résistante française. Je suis rentrée dans la résistance pour différentes raisons. La première et la plus rapide, ça a été l'invasion du pays. Être occupé, c'était insupportable. Bon. La deuxième raison, ça a été le nazisme. Parce que mon père parlait l'allemand, qu'il avait appris chez les jésuites. Et il travaillait au câble de Lyon comme ingénieur, et il allait pour les foires en Allemagne, à Leipzig, à Munich, depuis des années. Il a vu la montée du nazisme et il en a été horrifié. Donc, quand il revenait d'un voyage en Allemagne, il nous expliquait ce qui se passait, qu'on brûlait les livres. Pour lui, c'était l'horreur. Il nous disait que c'était insupportable, ce régime, etc. Donc, on était anti-nazis avant même que les nazis viennent chez nous. Moi, je me rappelle, ma mère adorait inviter les ingénieurs ou ses amis. Et je me souviens bien d'un dîner où un ingénieur a dit « Regardez la jeunesse allemande, comme elle est propre, comme elle est courageuse, comme elle est saine. » Et mon père lui a dit « Mais il y a des soubassements idéologiques insupportables. » Et ils se sont disputés. Ma mère a failli voir son dîner tourner au vinaigre.
As-tu entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? As-tu entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, les partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la ville, descendez les collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Le film Nuit et brouillard d'Alain Resnais en 1955 se termine par ces phrases. Qui de nous veille de cet étrange observatoire pour nous avertir de la venue des nouveaux bourreaux? Ont-ils vraiment un autre visage que le nôtre? Y a-t-il tous ceux qui ne croyaient pas, ou seulement de temps en temps? Il y a nous qui regardons sincèrement ces ruines comme si le vieux monstre concentrationnaire était mort sous les décombres. Qui feignons de reprendre espoir devant cette image qui s'éloigne. Comme si on guérissait de la peste concentrationnelle. Nous qui feignons de croire que tout cela est d'un seul temps et d'un seul pays. Et qui ne pensons pas regarder autour de nous, et qui n'entendent pas les cris sans fin. Mais nous veillons. Nous voulons nous engager pour. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute.